Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam qui m'assiste aujourd'hui. Elle participe chaque semaine à notre revue de presse de la fin des temps et parfois même au grand entretien, en tout cas quand ça l'intéresse. Je ne sais pas si ce sera le cas aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Et aujourd'hui, ça m'intéresse. Très bien. Votre invité n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il ne va pas tarder, mais nous avons encore un peu de temps. Merci à Arnaud pour la réalisation technique de cette émission, ainsi qu'à Virginie pour les petites incises musicales qu'elle nous concocte chaque semaine. Vous pouvez la retrouver sur ninivlam.com. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie où vous attend Patrice, qui nous transmettra vos appels, comme d'ailleurs vos courriels électroniques. Un grand merci au fidèle Patrice pour sa constance au service de Radio Courtoisie. Depuis son retour des Seychelles, il n'a pas manqué une édition de ce libre journal. En seconde partie d'émission, nous recevrons donc autour de 9h45, si tout va bien, Bruno Gollnisch, pas besoin de le présenter sur Radio Courtoisie. Il nous parlera entre autres de son expérience d'ancien député européen au travers le monde. Il nous emmènera jusqu'aux confins de cette lointaine Asie qu'il connaît si bien et qu'il affectionne tant. Mais dès à présent, vous l'attendez tous et toutes, votre revue de presse de la fin des temps. Bon adage répertorié par Erasme. Oui. L'occupation par des étudiants pro-palestiniens de l'Institut germano-pratin d'études politiques fait réagir Gérard Larcher, président du Sénat, invité jeudi de Télématin. Sciences Po ne peut pas devenir un bancaire islamo-gauchiste. C'est Gaza à Sciences Po. Une soixantaine d'étudiants ont bloqué l'amphithéâtre Émile Boutmy de l'IEP entre 8h et midi mardi matin. Une étiquette a renommé la salle Gaza et les kéfiefs palestiniens ont été accrochés aux portes. À l'intérieur, un drapeau palestinien, triangle rouge, bande noire au-dessus d'une bande blanche et d'une bande verte a été accroché à un rebord. 3 autres ont été projetés sur les écrans. À midi, les militants ont scandé à l'encontre d'une étudiante juive « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste », rapporte l'Union des étudiants juifs de France. Il est intolérable et choquant d'y subir la moindre discrimination, la moindre incitation à la haine, a dénoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Routailleux, qui s'est rendue sur place. Notre fermeté ne faiblira, a-t-elle ajouté. Lieu de débat et de libre opinion, l'université serait en train d'être pénétrée par une idéologie dominante, d'après Gérard Larcher. C'est ce que certains baptisent wokisme, a-t-il précisé en prenant l'exemple de l'islamologue Gilles Kepel et de l'anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, interdit d'un certain nombre de campus. Il conclut, Sciences Po est une école d'excellence qui a basculé. Il est vrai que c'est pas le culbuto-Larcher qui risque lui de basculer, toujours du côté du manche, comme tout sénateur centriste opportuniste qui se respecte. Le bon chrétien que voilà, catholique de naissance, protestant en seconde noce, il sera orthodoxe le jour où les Cosaques de Poutine seront à nouveau dans Paris, ce qui, paraît-il, pourrait ne pas tarder. Alors le bestiau paraît repu, mais il garde toujours un œil sur le garde-manger. Il a validé encore dernièrement une augmentation conséquente des frais de mandat de ses collègues. Sciences Po a basculé depuis longtemps, ma chère Lara, bien avant d'ailleurs que ne bascule en 2012 dans le vide. Et l'inconnu, en tout cas l'inconnu pour lui, Richard Descoings, son téléphone et son ordinateur portable au 3e étage de l'hôtel Michelangelo, le bien nommé. Un passage au 7e ciel avec des escort boys qui a mal tourné. Les hôtels new-yorkais ne portaient pas chance à l'époque à cette belle engeance. Depuis la glissade non contrôlée dans la femme de chambre Diallo, au sortir de la douche du patron du FMI et qui était à l'époque favori de la présidentielle. Vous vous rappelez de Dominique Strauss-Kahn, DSK, l'année précédente. D'ailleurs, la malédiction ne semble pas éteinte. Mercredi 13 mai, jour de Mercure, Mathias 13 Vichra. mars.
13 mars, je me crois déjà en mai. Merci Lara. 13 mars, jour de Mercure en tous les cas, c'est un mercredi. Mathias Vichra, ancien camarade de l'ENA d'Emmanuel Macron, envoyé en correctionnel pour violence conjugale, a informé l'ensemble des communautés de Sciences Po de sa décision de démissionner de ses fonctions de directeur et d'administrateur de la Fondation nationale des sciences politiques afin de préserver l'institution ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien. Vous connaissez Lara, mon point de vue sur ce type de sujet. Le soi-disant sioniste a par le passé fait la courte échelle à l'islamo-gauchiste quand ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est réjouissance de les voir s'écharper sur la place publique. On en prendrait bien l'un pour taper sur l'autre. C'est moderne contre moderne, toujours mon Philippe Muret. Le bien en vient aux mains avec le bien. La liberté de conscience revendique contre la liberté de penser. La loi porte plainte contre la loi. Islamophobe versus antisémite. Et vous oubliez, Nicolas, le beau mea culpa de Fabien Roussel, que revenant d'une visite à Jérusalem, Ramallah avait osé comparer Gaza à Shoah. Sacrilège! Sacrilège! Oui, sacrilège, qui a donné lieu à une convaincante autocritique. Mes paroles ont pu susciter critique et incompréhension. Elles ont blessé, car effectivement, rien ne saurait être comparé à la Shoah, sous peine de la relativiser. Je regrette cette comparaison, elle n'a pas lieu d'être. L'analogie du député du Nord avait effectivement soulevé l'indignation du président du CRIF, Jonathan Arfi. Comparer Gaza au ghetto de Varsovie n'est pas qu'une erreur historique, c'est une faute morale, avait-il dénoncé sur X. Notre moine laïque agite certes avec vigueur sa pénitence en bon petit communiste, Roussel, durant les purges staliniennes. Mais quand même, l'esprit tartuffe de jésuite demeure, notre faux témoin veut continuer à porter haut le respect des mémoires plurielles, comme c'est joliment dit. Ou comment cohabitent les mémoires victimaires, que des victimes, juifs, musulmans, racisés de tous les pays. Et un seul bourreau, bien sûr, le chrétien blanc issu de la civilisation européenne. C'est la religion de la victime, d'essence satanique, comme l'explique Girard. La violence ne pouvant plus reposer sur un mensonge, le mensonge c'est la méconnaissance du mécanisme victimaire dénoncé par le Christ sur la croix, elle va reposer, cette violence, sur une vérité et prendre le parti des victimes. Paradoxalement, son empire ne fait que croître. En effet, elle se justifie toujours et de mieux en mieux. On mobilise massivement au nom de la défense des faibles et des opprimés. Tout obstacle rencontré sur sa route sera considéré comme une nouvelle violence faite aux victimes, ce qui justifiera une réaction violente de leur part. Cette religion victimaire athée est en fait prosélyte. C'est ça le problème. Au même titre d'ailleurs que l'islamisme. La République res publica devrait être tout l'inverse, assurant par sa neutralité une vie publique apaisée. Lui, le système, il est à la limite du serrage moteur, je pense, actuellement, au bord de l'implosion, pris dans un enfer de contradictions. Entre autres avec la philosophe Judith Butler, pionnière des études du genre aux États-Unis, qui qualifie le 7 octobre au Moyen-Orient de soulèvement, d'acte de résistance des Palestiniens contre Israël. On a vraiment envie que la grâce leur soit accordée à tous. Enfin, la paix et le repos. Mémoriel est sur le point de faire la passe de Troie. Une véritable fuite en avant. Après le mariage pour tous et l'avortement dans la Constitution, Macron va faire légiférer la représentation nationale en mai sur l'euthanasie, l'aide à mourir, véritable faire mourir. À partir de mai, devrais-je dire, il n'y aura pas de procédure accélérée dont le débat pourrait s'éterniser 1 an ou 2, selon les dires même de Yael Braun-Pivet. Ils ne sont pas pressés d'aboutir, mais de débuter avant les élections européennes. Oui, histoire de fracturer l'opinion publique un peu plus avant l'échéance électorale. C'est une grâce faite au mourant, Nicolas. Lynn Renault se félicite du début du débat sur la fin de vie, voulu par Emmanuel Macron. Elle vient de déclarer à Libération que cette prochaine discussion la rendait tellement heureuse. Il y a de quoi, quand la mort vit une vie humaine, ça donne ça à Lynn Renault. Il y a quelques mois, Lynn Renault a joué dans Le Prochain Voyage une vieille amante qui partait main dans la main avec son amoureux de toujours, incarné par Jean Sorel. Je crois que cette belle histoire d'amour pourrait convaincre beaucoup de gens et les pousser à soutenir un projet humaniste sur la fin de vie. À l'époque où l'on supprime sa compagne pour filer le parfait amour avec un être fictif, tout, qu'il est vrai, devient possible. Un trentenaire a été déféré mercredi en vue de sa mise en examen, soupçonné d'avoir tué sa compagne le 28 janvier à Bessan dans le Pas-de-Calais, afin de concrétiser une relation virtuelle avec une femme qui s'est avérée être un escroc, a-t-on appris auprès du parquet. Béatrice Leroux, commerçante à Brest, s'avère être finalement, selon les derniers éléments de l'enquête, un brouteur ivoirien. Encore heureux que Béatrice n'ait pas été chocolatière à Amiens, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, un peu de sérieux, Nicolas. Comme l'explique Olivier Frère-Jacques, président de Liberté politique,
projet d'euthanasie étant en gestation depuis 2 ans avec le Comité consultatif national d'éthique, puis avec la Convention citoyenne. Le texte se veut restrictif avec une condition de majorité et de maladie, écartant les malades d'Alzheimer et les malades psychiatriques. Comme pour l'avortement, les verrous initiaux sauteront petit à petit. Quant aux soins palliatifs, ils font l'objet d'une attention dans les éléments présentés par le président, mais l'avènement de l'euthanasie les reléguera encore un peu plus. La stratégie des défenseurs de l'euthanasie a été toujours de défendre parallèlement le développement des soins palliatifs. En réalité, les soins palliatifs coûtent cher quand l'euthanasie rapporte de l'argent à certains et évite les coûts à l'État. Demain, nous aurons donc l'euthanasie, mais pas plus de soins palliatifs ou alors une progression marginale de ces derniers. Mieux que cela, il sera bientôt beaucoup plus facile de se faire tuer rapidement encore que de se faire soigner. Surtout quand on voit l'état de notre système hospitalier. Vous cherchez un généraliste dans votre patelin, un hôpital ou une clinique pas trop loin de chez vous, c'est compliqué, voire impossible. Ça coûte un pognon de dingue de toute façon. Par contre, vous voulez vous faire piquer vite fait, bien fait. Vous m'aimez, Pépé, un besoin rapide de liquidité, ça peut se comprendre. Alors là, pas de problème. Il ne sera d'ailleurs absolument pas nécessaire d'être médecin pour administrer la mort. Ça devrait pour le coup même leur être formellement interdit. Les anges de la mort vont pouvoir se multiplier avec la bénédiction des pouvoirs publics et de la loi. Piqueurs, piqueuses à vos seringues. C'est Covid-19 tous les jours maintenant. Papy, mamie, c'est la bûche dans la cuisine à la Noël. Et à l'épiphanie, l'euthanasie. On respecte le calendrier liturgique, les cathos n'ont rien à dire. De grâce, Nicolas, de grâce. Je crois, Nicolas, que je préfère encore vous entendre chanter Dja d'Aya Nakamura, qui est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture du JO, que de vous écouter grincer ainsi avec votre humour noir à réveiller les morts. Il vaut mieux pas taquiner la grande faucheuse. Vous avez vu les misères de la famille royale depuis le sacre de Charles III et le passage inopiné d'une silhouette étrange à l'abbaye de Westminster à Londres. Elle semblait porter une capuche et une faux. Il n'y en est pas question. Moi, je vous le dis, Amélie Oudéa-Castéra m'a piqué l'idée. Elle m'a volé la vedette. Oh, Dja, j'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Moi, je suis foudrage. D'ailleurs, c'est de votre faute, Lara. Un groupe de jeunes identitaires, les natifs, a posté sur les réseaux une photo d'une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine. Il n'y a pas moyen, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako. Alors le son d'Amélie n'a fait qu'un tour. Ce type d'attaques n'ont en aucune façon une place dans notre pays et à l'occasion des Jeux. Ce n'est juste pas possible, ça m'a vraiment écœuré. C'est juste pas possible. Juste, tu sais, c'est just en anglais. Amélie a conclu, peu importe quand on vous aime, chère Aya Nakamura, foutez-vous du monde entier. Il y a deux choses qui sont juste pas possibles, à mon avis, pour Oudéa-Castéra. D'abord, de lire cela sous la plume d'un dénommé Djadju, une vedette du Airbnb en France, qui a réagi à la banderole sur le marché de Bamako. C'est pour ça qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1. C'est même pas un combat, mais maintenant, faut qu'elle chante. Nous, on va soutenir, écrit-elle. C'est pas Bamako, bande de chiens. Alors, bande de chiens, c'est insupportable insulte. Proférée par ce Djadju, Djuna, Nsungula, franco-congolais. Cette expression importée, comme l'est aussi cette mode d'attaque au couteau depuis un certain nombre d'années. Bande de chiens, ça vous rappelle rien, Lara, cette expression, vous qui êtes d'origine arménienne ? L'expression chien trahit en effet souvent une intention génocidaire. Les Azéris en particulier traitent les Arméniens de chiens, comprendre aussi chiens de chrétiens. On voit le résultat. La deuxième chose qui est tout aussi impossible, Madame Oudéa-Castéra, c'est de mettre ces gamins à Stanislas pour leur éviter entre autres d'être abreuvés justement par cette sous-culture américaine et se vautrer ensuite dans un de ses pires résidus. Nouvelle de dernière minute, Amélie a été mise en examen pour diffamation envers l'ancien président de la Fédération française de football. C'est mon pervers pépère qui est vengé. Mais Macron fait feu de tout bois en ce moment en matière sociétale. Il a exprimé son intention d'inscrire dans le droit français la notion d'absence de consentement en matière de viol. Dans un échange filmé avec une association, Choisir la cause des femmes, fondée par Gisèle Halimi,
Que le consentement soit inscrit, je l'entends tout à fait, a-t-il déclaré avant d'affirmer qu'il allait l'inscrire dans le droit français. En décembre pourtant 2023, la France faisait partie des États membres qui s'étaient opposés à une définition communautaire du viol à l'échelle européenne assise sur la notion de consentement. Dans son projet initial présenté le 8 mars 2022, la Commission européenne proposait dans l'article 5 d'une directive sur les violences faites aux femmes qu'un crime de viol soit caractérisé dès lors que la victime n'a pas consenti à l'acte sexuel. L'article 222-23 du Code pénal, qui définit le viol en France, ne fait pas mention de cette notion. On est bien d'accord là, on ne parle pas de la notion de consentement libre et éclairé en matière médicale, parce qu'alors dans ce cas, il n'y a pas besoin de consentement pour picouser un certain nombre de catégories professionnelles pendant la vaccination contre le Covid-19. Violer l'intégrité corporelle des gens sous prétexte de politique sanitaire, ça ne les a pas dérangés, les vaccinateurs fous, on a pu s'en apercevoir. Certains professionnels du droit s'inquiètent des dérives possibles de cette notion de consentement. Les amants devront-ils obtenir un consentement écrit, un CERFA peut-être, fourni par l'administration, enregistrer le consentement pour pouvoir débuter une relation sexuelle sans risquer un revirement du consentement consenti, par exemple la veille. Ou comment vous le disiez dans une émission précédente, le consentement n'étant pas évident en cas de prise d'alcool par l'un des partenaires, faudra-t-il faire un éthylotest avant d'entreprendre toute relation intime, consentie et partagée. Chez les jeunes, le problème pourrait se poser rapidement. D'ailleurs, en matière d'âge, la capacité mentale à consentir est établie à 15 ans sur le plan légal. Ouf pour Macron, dites donc, il avait 15 ans, son professeur 39. On en parlera plus tard, Nicolas. Je voulais dire quelques mots sur l'anatomie d'une chute, qui a reçu l'Oscar du meilleur scénario à Hollywood après avoir débuté son parcours par la Palme d'Or de Cannes. Entre-temps, 2 Golden Globes, 6 Césars, Justine Triet, la réalisatrice, avait fait parler d'elle à Cannes durant la contestation sur la réforme des retraites en dénonçant la marchandisation de la culture. J'ai jamais entendu parler. À vrai dire, vous n'avez rien manqué. Le synopsis quand même. Sandra Voitier, Samuel Malinsky et leur fils malvoyant Daniel, 11 ans, vivent à la montagne non loin de Grenoble. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur chalet, suicide ou homicide. Une enquête est ouverte et Sandra est mise en examen malgré le doute. 1 an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple. C'est un film sur l'ambiguïté des choses, des représentations mentales discordantes, ainsi que la misère affective des héros du film. Seul le chien, un border collie répondant au nom de Messi, semble combler les attentes des humains. C'est digne d'un téléfilm guère plus. Hollywood est le temple de la décadence, où le star system se regarde le nombril. La cérémonie des Oscars s'achève depuis des années par un dîner pharaonique où l'excès en dispute à l'indécence. Les stars se donnent bonne conscience, haïssant Trump. Cette année, Depardieu aussi, soutenant les migrants, et le sénile Biden. Comme chaque année depuis 3 décennies donc, le chef d'origine autrichienne et grand chouchou des stars, Wolfgang Puck, a été choisi pour orchestrer le dîner de clôture de la 96e cérémonie des Oscars au Governor Ball à Los Angeles, épaulé par une centaine de cuisiniers pour répondre à la myriade de régimes alimentaires des stars. On imagine que c'est compliqué dans leur tête. Le chef de 74 ans a invité les convives à un buffet gargantuesque et fastueux, arrosé d'une marée d'alcool. La fin de l'abondance, c'est pour les sans-dents, Emmanuel, pas pour tes amis d'Hollywood. En parlant de cela, les Macron recevaient dans le Faste à l'Élysée mercredi soir pour la remise à Bernard Arnault de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Voilà. La pop star américaine Beyoncé, son époux le rappeur Jay-Z, mais aussi le milliardaire américain Elon Musk, plusieurs stars planétaires étaient présents dans la salle des fêtes à l'Élysée. La reine Rania de Jordanie et le plasticien Jeff Koons faisaient également partie des personnalités présentes. Vincent Bolloré, qui sortait d'une audition à l'Assemblée nationale à propos des chaînes du groupe Canal+, et Rodolphe Saadé, le patron et l'armateur CMA-CGM, était aussi de la partie. Ce dernier va probablement racheter BFM et RMC. Il lui fallait être adoubé par l'Élysée. Encore et toujours la liberté de la presse. Ah bah oui. Grand sujet de fierté de nos médias, 75 ans, Bernard Arnault est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde avec un patrimoine estimé à 230 milliards de dollars, devant Elon Musk et ses 210 malheureux milliards de dollars selon le classement du magazine Forbes. C'est la fin de l'abondance, vous dit-on enfin, descendants.
Revenons-en au consentement, Nicolas. Maintenant, avec le Festival des horreurs, vous voulez bien ? Il est vrai qu'avant de faire évoluer les nations de viol par le biais du consentement, Macron et son gouvernement devraient commencer par se pencher sur les conséquences de l'insécurité en matière de violences faites aux femmes. Un exemple tout à fait symptomatique cette semaine. À Rennes, au lieu de l'insécurité et de l'islamo-gauchisme, les deux vivent bien ensemble, d'ailleurs, comme à Nantes. Depuis le mois de septembre, les policiers étaient sur les dents. Ils multipliaient les filatures et les enquêtes de voisinage dans un quartier de Rennes pour coincer un homme suspecté de viol et de tentative de viol. Leur pugnacité a fini par payer ces derniers jours au bénéfice d'une recherche méticuleuse. Un individu né en 2000 à Mamoudzou, à Mayotte, a pu être interpellé le 12 mars et placé en garde à vue, dit le procureur de la République. Nous travaillons avec les enquêteurs à circonscrire précisément les faits qui le concernent. Il en reconnaît déjà un certain nombre. 5 affaires pourraient lui être impliquées à ce jour. Pas mal, L'Europe du crime et du viol. Dernière en date, un violeur présumé d'une mère de famille américaine a été interpellé en Italie. L'homme, suspecté d'avoir violé une mère de famille à Genève, en Suisse, a été arrêté à Aoste, en Italie. Selon les dernières informations, il est marocain et il est né en 1995. Et après, la commissaire aux affaires intérieures de l'UE considère que le fonctionnement de Frontex est satisfaisant. Selon cette même agence, l'immigration illégale en Europe par la route d'Afrique de l'Ouest explose plus 541%. Tout va bien donc, en effet. De toute façon, le seul ennemi de nos gouvernements mondialistes, on va finir par le savoir, c'est l'extrême droite. Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT, l'obsession contre CNews ressurgit. Darmanin lance ses filets dans la mouvance d'extrême droite. 12 anciens membres du groupe d'ultra-droite dissous Génération Identitaire ont été interpellés en France mardi 12 mars, a-t-on appris de sources proches du dossier. 4 autres personnes sont toujours recherchées par les gendarmes de la section de recherche de Paris. Tous sont accusés d'avoir reconstitué illégalement une nouvelle association Argos. En Allemagne, les accusations contre l'AfD font pchit. Le procès à Münster vire à la débandade. Le renseignement intérieur allemand reconnaît que 2 déclarations supposées prouver la position extrémiste de l'AfD ont été faites par ses propres agents provocateurs infiltrés. Le tribunal administratif supérieur de Münster négocie actuellement pour savoir si l'AfD a été à juste titre classée comme affaire présumée d'extrême droite par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution. Si le tribunal annule la classification, tous les débats sur d'éventuelles procédures d'interdiction contre le Parti patriote seraient obsolètes. Allez, on passe au gros dossier maintenant. Macron tente d'hystériser les relations avec la Russie de Poutine en la diabolisant. La colombe est devenue faucon. Foutriquet s'est mué en va-t-en-guerre. Il y a 15 jours, lors de la conférence de Paris de soutien à l'Ukraine en présence d'une vingtaine de dirigeants étrangers, Macron demande un sursaut aux partenaires occidentaux pour assurer la défaite de la Russie, refuse d'exclure l'option d'envoi de troupes au sol et exprime une réflexion géostratégique relativement nébuleuse sur l'ambiguïté stratégique. Il va récidiver la semaine suivante lors de son discours à la communauté française en République tchèque. Il appelle à Prague les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à une Russie devenue inarrêtable, selon ses dires, assumer ses propos controversés sur la possibilité d'envoyer des troupes occidentales dans ce pays en guerre. Il ajoute même, si chaque jour nous expliquons quelles sont nos limites face au président Vladimir Poutine, qui lui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Il faut dire que cette option d'envoi de troupes au sol en Ukraine ne date pas d'hier. Nous nous en étions déjà fait l'écho dans ce libre journal. Le projet semblait à l'origine plutôt porté par les Anglais. Le narratif ensuite en France a été déclenché depuis un petit moment. L'ineffable Nicolas Tenzer de l'avenue Saint-Guillaume jouant les poissons pilotes en la matière. Il est depuis transformé au Sénat en véritable petit McCarthy européen. La lutte contre le communisme en moins, l'idéologie mondialiste en plus. Il dénonce systématiquement tous les organes d'information qui jugent proches de la Russie. Toujours est-il qu'il s'est braqué ainsi la plupart de ses partenaires, États-Unis compris, tous, la main sur le cœur, jurent ne pas souhaiter envoyer de troupes au sol. La guerre par proxy contre la Russie reste l'option privilégiée jusqu'au dernier Ukrainien, bien sûr, ça va sans dire. Pas question de risquer une confrontation directe avec la Russie, puissance nucléaire, l'OTAN étant elle-même une alliance au potentiel nucléaire. Risquer l'apocalypse pour l'Ukraine est jugé déraisonnable. Poutine, lui, dit de la Russie préparée à faire usage de l'arme nucléaire si nécessaire, tout en disant n'avoir jusqu'à présent jamais songé à l'employer. Sur le plan intérieur, les positions jugent dangereuses pour la paix la posture de Macron vis-à-vis de la Russie.
plus encore depuis sa dernière intervention sur les chaînes de TF1, TV avant-hier jeudi. À gauche, les réactions sont franches et sincères, à commencer par l'ancien candidat insoumis à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, lequel a mis en garde Emmanuel Macron. Si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même. Ceux qui veulent la paix préparent la paix. Lui, non. D'après la figure tutélaire de la France insoumise, le président fait peur. Après qu'il a évoqué une guerre existentielle pour notre Europe et pour la France, même tonalité chez les Verts. Emmanuel Macron n'a pas rassuré. En réalité, la France est isolée diplomatiquement, a estimé la chef des écologistes Marine Tondelier. Marine. Le patron des communistes, Fabien Roussel, a lui fustigé l'irresponsabilité et le cynisme du président, poussé à leur paroxysme. Pour le député du Nord, le chef de l'État serait prêt à déclarer la guerre à la Russie pour masquer son échec en France. Alors le RN cherche lui à sortir du piège que lui tend Macron et ses soutiens. Valérie Ayer et Gabriel Attal fustigent le Rassemblement national et son alliance de fait avec la Russie de Poutine. Ils font que suivre l'exemple présidentiel qui avait plutôt bien fonctionné en 2022 pour enrayer l'ascension de Marine Le Pen et assurer aux locataires de l'Élysée une victoire dans un fauteuil. Aucun des thèmes qui fâchent n'ayant été de ce fait abordé durant la présidentielle de 2022. Plus la ficelle est grosse, mieux ça passe. Et ce qui a déjà fait ses preuves peut toujours resservir, surtout face à un adversaire qui n'a jamais brillé jusqu'à présent en matière de réaction stratégique face à ce genre d'épreuve. Bardella trouvera-t-il la parade ? On est en droit d'en douter, même si l'opinion publique pourrait ne pas se laisser convaincre encore cette fois-ci. Le Rassemblement national s'est abstenu au Parlement sur l'accord France-Ukraine. Il est accusé de s'en laver les mains. Le RN, parti du rien, RIEN, ironise Renaissance. Le débat est lancé, toujours est-il qu'accuser Macron de chercher exclusivement à instrumentaliser le conflit en Ukraine à des fins électorales avec des élections de juin me semble peu crédible, c'est assez court. Il a... Une raison du discours belliciste de Macron serait peut-être aller chercher dans la victoire annoncée de Donald Trump aux élections présidentielles américaines de la fin de l'année. Le Premier ministre Orban a laissé planer aucun doute. Trump lui a dit que la semaine dernière qu'une fois élu, il couperait immédiatement la pompe à finances en direction de l'Ukraine. La guerre s'arrêterait alors de fait très rapidement. Macron peut dès lors être tenté de prendre le leadership occidental en prévision du changement de politique américaine, jouant la solidarité transatlantique en bon représentant de l'oligarchie mondiale. La loi de censure d'Internet européenne initiée par le commissaire politique Thierry Breton vient pareillement en soutien à la censure de l'État profond américain bousculé par la nouvelle politique de Twitter d'Elon Musk. Macron pourrait aussi être tenté par quelques initiatives hasardeuses sur le terrain de bataille ukrainien pouvant engager l'Amérique au-delà de la présidentielle. Enfin, on pourrait s'inquiéter que Macron se fasse aujourd'hui le représentant de ceux minoritaires en Europe et aux États-Unis qui imaginent qu'il faut déclencher une guerre contre la Russie tant que l'allié américain est engagé sur le théâtre européen. Cette dernière hypothèse reste douteuse. Les Américains ne voulant pas se sacrifier au nom d'une hypothétique solidarité avec le vieux continent, les risques sont bien trop importants. Le comportement de Macron est à rapprocher de son brusque changement de pied en mars 2020 sur la gestion sanitaire et surtout politique de la crise Covid. Comme avec la Russie de Poutine, Macron passait pour un modéré avant son intervention brutale du 16 mars 2020 et le fameux « nous sommes en guerre ». Ainsi, une semaine avant l'annonce du confinement, il était encore au théâtre avec Madame pour inciter les Français à sortir malgré le virus. Pareillement, passait-il pour un modérateur dans le conflit en Ukraine avant de se retourner dernièrement brusquement, tel un reptile venimeux. Ceci tend à donner du crédit à ceux qui considèrent que Macron est le jouet de forces obscures qui agissent en coulisses, mais lesquelles et dans quel but ? Macron, en tant que représentant d'une puissance nucléaire, semble se comporter comme s'il était prêt à offrir en holocauste son propre peuple. La tentation de pousser Poutine à faire usage de l'arme nucléaire existe depuis le début du conflit en Ukraine. L'objectif est de le discréditer vis-à-vis de l'ensemble du monde, de mettre en difficulté ses alliés, en particulier les BRICS, la Chine. Malheureusement pour cette idée, l'échec lamentable de la contre-offensive, dont l'objectif était de pousser Poutine dans ses derniers retranchements
en Crimée rend caduque cette stratégie. Les mêmes vont-ils maintenant pousser le bouchon jusqu'à chercher une confrontation avec la France dont l'issue est plus que prévisible et qui n'entraînerait pas nécessairement d'ailleurs l'application stricte de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, d'autres modes d'action que l'engagement militaire direct pouvant être retenu par les pseudo-alliés de la France. Surtout s'ils jugent comme actuellement ne pas être engagés par la ligne juxte-boutiste de Macron. Le simple fait de pouvoir se poser la question, sans paraître déraisonné plus que cela, devrait encourager l'ensemble des Français, corps constitués compris, à arrêter définitivement et au plus vite la folle aventure macronienne. Ce serait cela, faire preuve de courage dans les temps qui courent. Tout autre mode d'action pour tous ceux qui sont en mesure de l'arrêter s'apparente en conséquence à de la lâcheté. L'heure est grave. L'heure est grave. Et si les raisons du comportement d'Emmanuel Macron étaient ailleurs? La vérité n'est-elle pas toujours ailleurs, lieutenant Scully? Le journal 20 minutes de 13 mars 2024, je cite. Candace Owens, une journaliste américaine proche de Donald Trump, a récemment publié ce qui, selon elle, est le plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité. Brigitte Macron serait une femme transgenre. Dans cette vidéo visionnée 1,5 million de fois sur X, elle reprend les informations parues dans Faits et Documents, une publication réputée pour son antisémitisme, qui avait lancé la fake news en 2021 sur les réseaux sociaux francophones. Ainsi, la journaliste raconte que Brigitte Macron serait une femme trans, née sous le nom de Jean-Michel Trogneux, et qu'elle aurait tout fait pour le dissimuler, s'inventant un frère et un faux ex-mari. Principal argument de la fake news, il n'y aurait que très peu de photos publiques de Brigitte Macron jeune. Une théorie transphobe et sexiste. Fin de la citation. Au vu du nombre d'articles publiés par notre presse mainstream qualifiant cette information de fake news, la panique est totale et l'affaire est explosive car devenue accessible au public anglophone. La journaliste américaine Candace Owens est en pleine ascension au nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Chers auditeurs, voilà cette revue de presse de la fin des temps achevée. Sur sa chute finale concernant Jean-Mimi Trogneux, nous aurons, je suppose, rapidement avec notre ami Mike Borowski, que ce soit sur Géopolitique Profonde TV ou dans ses libres journaux de la controverse, de nouvelles informations. Il est à la une de tout un tas de médias mainstream en ligne, notre ami Mike Borowski. Il ne peut pas s'empêcher de faire parler de lui. Ah oui, et GPTV non plus, Géopolitique Profonde non plus. Bon, je pense que s'approche l'heure du grand angle, mais n'entends-je... voilà, j'entends sonner les cloches. Les cloches de Wall Street qui ouvrent à la hausse. Et qui ouvrent à la hausse avec notre ami Arnaud Biéguin aujourd'hui, qui est notre courtier en titre, analyste financier. Il collabore avec Géopolitique Profonde, je crois, en tous les cas. On rappelle la revue de Géopolitique Profonde. Déjà, bonjour, mon cher Arnaud. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et vous? Très bien, merci. Oui, tout doit bien aller, j'imagine, pour vous. Ça va, oui. Alors, j'espère que certains, encore une fois, on ne donne aucun conseil, mais peut-être là aurait-il fallu vous écouter, puisqu'il y a déjà quelque temps, vous nous avez... je n'ose, c'est vous qui direz le titre de votre chronique, parce que là, ça va vous coûter cher. On va amener le cochonnet, je peux vous dire que vous n'en avez pas fini. C'est pas très français, tout ça. Mais en tout cas, on va reparler de crypto-monnaie, sachant que, semble-t-il, la cote n'a de cesse de monter, ce que vous aviez, je crois, plus ou moins laissé entendre la dernière fois que vous en aviez parlé. Et voilà. Donc, le bull run crypto. Oh là là. Bull, c'est parce que c'est le taureau. Oui. C'est le taureau de Wall Street. Alors, on dit, voilà, bull run, marché haussier, si vous préférez, sur les cryptos. Ou comment construire des fortunes générationnelles. Et ça, j'insiste, je pense vraiment. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, donc, je vous présentais la technologie blockchain ainsi que le Bitcoin. Je vous disais, même si ce n'est pas un conseil en investissement, que c'était probablement un des moments idéaux pour s'intéresser à cette petite bébête, du moins du point de vue spéculatif. Je me souviens très bien. On va faire le point, on va voir si j'avais raison. Allez-y, on y va.
Alors, un petit rappel quand même sur Bitcoin. Ouais. Alors, Bitcoin, c'est quoi? En 3 points. Bitcoin, c'est un système qui permet d'échanger de la valeur, en l'occurrence, c'est de l'argent, de la monnaie, de particulier à particulier. Donc, il n'y a plus d'intermédiaire de confiance, il n'y a plus de banque au milieu. Je vous envoie une somme, vous la recevez dans quelques minutes, et personne ne peut m'en empêcher. Ça, c'est le second point, c'est non censurable. C'est mon argent et j'en fais ce que j'en veux. Il n'y a pas de spoliation possible, il n'y a pas de censure. Je fais ce que je veux de mon argent. D'accord. Troisième point, Bitcoin, c'est conçu pour prendre de la valeur à long terme, ou du moins pour ne pas en perdre. C'est une valeur refuge. C'est un système de, on dirait de storage. De quoi? Pardon encore pour l'anglais. Comment? Quelle horreur. De storage, de... Vous n'aviez même pas osé oui. l'écrire, ça, sentant que vous alliez provoquer mon courroux. Bon, c'est un système qui sert de valeur refuge. Ouais. Et donc, pourquoi? Parce qu'il y aura 21 millions de bitcoins et pas un de plus à terme. Ouais. Et tous les 4 ans, la production de bitcoin est divisée par 2, en fait. C'est ce qu'on appelle halving, de half en anglais, moitié. Donc, vous savez quelque chose qui est utile à tout le monde, parce que l'adoption, maintenant, on ne peut plus le nier, tout le monde veut du bitcoin. Ouais. Donc, utile, et en plus c'est rare, donc ça sera limité avec le temps, et ça sera de plus en plus rare. Donc vous savez, l'équation, ou en tout cas je vous la donne, rare plus utile égale très très cher. Oui, donc, mais question qui me vient à ce moment-là à l'esprit, c'est, puisque vous parliez de bébête, et pourquoi elle monte la bébête qui monte là, hein? Oui. Pourquoi ça monte autant? Alors, pourquoi ça monte? Je vous l'avais dit aussi à un moment, il y a quelques semaines, rappelez-vous de cette expression, les loups sont dans la bergerie. Je vous l'avais dit. Les loups sont dans la bergerie. Qu'est-ce que c'est c'est qui les loups? Les loups, eh bien, c'est les fonds d'investissement, les BlackRock et compagnie, qui, après avoir, excusez-moi l'expression, craché sur Bitcoin, disant que c'était un scam, que c'était n'importe quoi il y a quelques années, maintenant, ils font de la pub, un marketing dessus, ils veulent en vendre à tout va à leurs clients. Et donc, pour exposer leurs clients à Bitcoin, ils ont cet instrument financier qu'on appelle les ETF, que je vous avais présenté également il y a quelques semaines. Ce sont des fonds, tout simplement. Donc, le client achète ce fonds, et dans ce fonds, on peut mettre 1% de Bitcoin. Mais là, c'est là où il faut vous rendre compte que BlackRock gère des milliers de milliards de dollars sous gestion. BlackRock possède des centaines d'ETF. Par exemple, prenez un fonds d'1 milliard. Si vous prenez 1% d'1 milliard, ça fait combien? Ça fait 10 millions. C'est ça. À chaque fois que BlackRock veut exposer de l'ordre de 1% à son fonds au Bitcoin, il est obligé d'acheter pour 10 millions de dollars de Bitcoin. Sachant qu'il a des centaines de fonds et sachant qu'il y a des centaines de fonds comme d'émetteurs d'ETF comme BlackRock, il y a Fidelity, il y a Van Eck, etc. Vous vous rendez compte, il y a des milliards, des milliards, des milliards qui sont déversés sur le marché du Bitcoin, et c'est pour ça en fait que ça monte en flèche, hein. Tout le monde en veut, tout le monde en achète, ça monte. Alors ça, c'est la première raison. Peut-on considérer, Arnaud, dans ce cas-là, le Bitcoin un petit peu comme une forme d'or numérique, surtout face à la crise inflationniste que nous connaissons? Ben voilà, ça c'est une des forces de Bitcoin, c'est conçu pour ne pas perdre de valeur par rapport notamment à, vous savez, la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie fiat, l'euro, le dollar. Demain, c'est très bien que les banques centrales décident d'émettre 1 milliard d'euros en plus sur le marché. Ouais. Donc tout votre travail, votre sueur, tout ça, là, toutes ces heures passées, votre argent va être dilué momentanément. Avec Bitcoin, avec l'or, pourquoi l'or c'est une valeur refuge? Parce que l'or, on ne peut pas émettre 1 milliard d'or du jour au lendemain sur le marché. Il faut le miner. C'est une matière première. Bitcoin, c'est pareil. On ne peut pas émettre ex nihilo, je dirais, du Bitcoin sur le marché. Comme ça, il faut le miner. Et, comme je vous dis, la production, elle diminue de moitié tous les 4 ans. Donc, il y aura de moins en moins de Bitcoin au fil du temps. Et, comme l'or, ça sera limité à 21 millions. Il n'y en aura jamais plus. Donc, voilà. Donc, si tout le monde en veut et qu'il y en a de moins en moins, vous achetez du Bitcoin, vous êtes sûr au moins de ne pas perdre de l'argent, sinon d'en gagner énormément. C'est toujours la même chose. C'est utile et c'est rare, donc c'est cher. C'est ça ? Et voilà, ça c'est l'équation qu'il faut retenir. Autre point que vous développez dans vos analyses, Arnaud, c'est le fait de souhaiter une société finalement
trouver que les bitcoins, là, il va falloir me convaincre, c'est au service d'une société finalement plus démocratique et libre. Convaincre. Et tout à fait, parce que les gens en ont marre. On en a marre de la manipulation, de l'hypocrisie, du manque total de transparence de nos élites. Bon, c'est pas à vous que je vais vous apprendre. Non. On n'arrête pas de le rabâcher ici, parce que certainement c'est vrai. Alors, la technologie blockchain et le bitcoin, en particulier en tant qu'étendard de cette technologie, nous permet d'avoir un droit à la propriété totale sur son patrimoine. On n'a plus de l'argent à la banque. Vous savez d'ailleurs que quand vous mettez de l'argent à la banque, c'est plus votre argent. La banque a une dette envers vous. Là, votre bitcoin, c'est le vôtre. Si demain, je vous ai envoyé 2 millions de dollars en bitcoin, je peux le faire. Je n'ai pas besoin de demander à la banque, est-ce que je peux disposer de mon argent, s'il vous plaît? Non, c'est mon argent, je fais ce que j'en veux et j'en dispose comme je le souhaite. Ça, c'est intéressant, en effet. D'autre part, je vous avais dit, la dilution de la manipulation des monnaies euros et dollars, etc., par les banques centrales, plus elles émettent de l'argent en circulation, plus votre argent diminue en valeur, puisqu'il est dilué. Et bien ça n'arrive pas avec Bitcoin, parce que, comme je vous ai dit, il faut le miner, et c'est une valeur rare. Autre chose, la transparence, et ça ferait du bien aussi à toute la classe politique, la transparence, les échanges. Moi, je vous envoie les petits SMS de Van der Leyen, par exemple, quand elle négocie les marchés sur les vaccins avec Pfizer. Voilà. Je crois que c'est son fils qui travaille chez Pfizer. Regardez ça, par exemple. Là, on parle d'argent. Mais ça, c'est avec Bitcoin. Mais il y a d'autres blockchains qui vont aller un peu plus loin. Je vous en parlais un peu dans la suite, notamment Ethereum, l'Ether, qui permettent d'aller un peu plus loin, de programmer des contrats intelligents. Et là, par exemple, on n'a plus... on est au-delà, on va au-delà de l'échange d'argent, mais on peut très bien penser à un système de vote transparent, non censuré, non biaisé. Ça ferait du bien aussi, ça. On verrait vraiment ce que la population pense vraiment. Le vote ou toute autre chose. Donc, cette technologie blockchain et sa transparence et son caractère non censurable, son caractère super démocratique, fair play, eh bien, on peut le transposer à toutes les applications possibles dans la société civile. Et c'est là où je vous dis que ça, la technologie blockchain, ça nous permet peut-être, c'est une porte d'entrée vers une société beaucoup plus libre, démocratique et transparente, et c'est ce que l'on veut tous. Absolument, Arnaud. Alors, est-ce qu'il y a plus fort que dans les crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies, c'est un ensemble de monnaies, dont le Bitcoin, est-ce qu'il y a encore plus fort que les Bitcoins? Alors, il y a plus fort dans le sens spéculatif, on va dire, parce que Bitcoin, c'est Bitcoin. Voilà, c'est la reine des crypto-monnaies. Je vais vous exposer son utilité. Il y en a bien. Après, je voudrais parler aussi de Ethereum. Voilà, je voudrais le dire à la française. Oui. Voilà, donc l'Ether, qui permet d'aller un peu plus loin, de construire des systèmes de contrats intelligents. On appelle ça des contrats intelligents. En tout cas, des systèmes qui permettent de programmer des choses plus intelligentes que de l'échange de monnaie. Voilà. Et il y en a des tonnes et des tonnes, et ces autres jetons alternatifs, altcoin, alternative coin, jetons alternatifs, il y en a des milliers et des milliers, plus ou moins utiles, en l'occurrence, là, pour certains, mais chacun a un but, un projet, porte un projet en lui-même. Et donc, voilà, si Bitcoin, c'est la reine des crypto-monnaies, si Ethereum, c'est la partie émergée de l'iceberg, eh bien, il y a toute une flopée de crypto-monnaies qui peuvent faire des performances beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes en termes de spéculatifs, en fait, que Bitcoin ou même qu'Ethereum. Mais à long terme, c'est autre chose. Donc, il faut se rendre compte que l'investissement à long terme sur Bitcoin et Ethereum, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Comme je dis, c'est des valeurs refuges. Par contre, pour faire beaucoup d'argent, ce que j'aime bien, faire beaucoup d'argent. Ah oui, ça, on l'a bien compris, ça, oui. Eh bien, là, c'est l'occasion de surfer un peu les vagues de tendance. Et là, on va parler des narratifs rapidement. Et oui, voilà, c'est la dernière question. Comment se repérer finalement entre ces différentes crypto-monnaies et investir sur le meilleur poulain, finalement? Le meilleur poulain, c'est ça. Alors, là, alors chaque cycle, il y a des tendances, voilà, des tendances, en fait, c'est des vagues de tendances qu'il faut surfer, et ça, c'est mon boulot, en tant que trader, investisseur professionnel. Oui, et sur le cycle crypto,
je vais vous donner 3 tendances qui sont vraiment très très fortes. Alors la première tendance, c'est l'intelligence artificielle, mais ça, on va dire que ça va au-delà de la crypto, ça va aussi sur les marchés actions classiques, où les actions qui sont dans l'intelligence artificielle, ça explose, les cryptos dans l'intelligence artificielle, ça explose. On aime, on n'aime pas, c'est dangereux, c'est Terminator, etc. Moi, je parle de spéculation, ça, je pense que c'est pas très... Voilà. Le rapport Je vois quand même un sourire carnassier, là, quand vous parlez de ça. Ben oui. On est un trader, on ne l'est pas, il faut l'assumer. Oui. Alors, intelligence artificielle, il y a une autre catégorie qui est reliée d'assez près à ceci. C'est ce qu'on appelle la catégorie des réseaux physiques décentralisés. Voilà, je vous ai épargné l'anglicisme cette fois-ci. Qui permettent d'héberger en fait ces algorithmes d'intelligence artificielle, mais de façon décentralisée. Par exemple, regardez, vous connaissez tous, je veux dire le cloud, le nuage d'Amazon. Amazon donc propose des structures, voilà, d'héberger des données dans leur nuage, mais c'est centralisé. C'est-à-dire que si demain vous mettez des données qui ne plaisent pas à Amazon, voilà, qui ne sont pas dans la politique d'Amazon, Amazon va vous dire non, je veux pas héberger vos données. Et je coupe, je supprime toutes vos données. Et vous n'avez rien à dire puisque c'est privé. Tandis que là, avec la blockchain, on revient à la transparence, à la décentralisation. Personne n'a le droit de vous faire ça. C'est décentralisé, c'est non censurable. Vous voyez un petit peu c'est l'intérêt, c'est dans un monde de censure. C'est non censurable. C'est une société démocratique. Le dernier narratif, si j'ai encore une minute, c'est... celui-là, je pense qu'il va intéresser tout le monde. C'est alors la tokenisation. En fait, c'est un token, un jeton. Alors, on va dire que c'est la déconstruction ou on va dire, la tokenisation des actifs réels. Regardez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. L'immobilier. Vous avez un immeuble. Vous, au lieu d'acheter votre immeuble pour, 500 000 euros ou 1 million, ou plus, vous le séparez en petites pièces élémentaires, voilà, en 100 000 pièces élémentaires, et vous pouvez acheter 1, 2, 3% de cet immeuble. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin, ça rend le marché beaucoup, beaucoup plus liquide, en fait, parce que tout le monde peut s'échanger des parts, des centièmes d'un immeuble, et puis beaucoup plus démocratique. Tout le monde, absolument tout le monde peut participer au jeu. Donc, ça, c'est un cas, c'est l'immobilier. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a tout ce que vous voulez. Et ça, et encore une fois, tout ça garanti par la technologie blockchain, transparence, non censurable, sécurité, etc., démocratie, fair play, etc. Bon, voilà, on est dans le meilleur des mondes possibles. En tout cas, on a la possibilité de le faire avec la technologie. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette chronique financière. Donc, on rappelle les rendez-vous géopolitiques profondes pour construire des fortunes générationnelles, dit-il. Eh oui, tout à fait. Et puis, je vous mets à l'aise, Arnaud, avec les anglicismes. De toute façon, la France a déserté complètement le monde de la finance. Il est totalement anglo-saxon aujourd'hui. Il est très difficile. Moi, je souhaite lutter contre les anglicismes, c'est-à-dire ces parasites dans la langue française. Après, si le terme est un terme anglais, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse J'essaye de faire au mieux. Mais vous faites très bien. Merci beaucoup, Arnaud Biéguin, pour cette chronique. Et à dans 2 semaines ou 3 semaines, au grand maximum, bien évidemment. À plus tard. À très bientôt. Merci. Au revoir. Restez parmi Exactement. nous. C'est bien ça. Bruno Gollnisch. Bonjour, mon cher Bruno. Bonjour. Bon, il n'y a pas besoin, on vous dit bienvenue sur Radio Courtoisie. Merci. Je vais pas vous demander si c'est la première fois que vous venez sur Radio Courtoisie. Non, je suis très honoré d'ailleurs, parce que c'est un concours de circonstances, de venir assez souvent en ce moment sur Radio Courtoisie, et d'être assez souvent sollicité. C'est pour moi un honneur et un plaisir, par des divers patrons d'émissions. Demain, ce sera Olivier Figueras. J'espère ne pas redire la même chose qu'aujourd'hui, parce que sinon, je pense que les auditeurs vont se lasser. On va essayer de vous poser des questions suffisamment... Ça m'étonnerait que les auditeurs se lassent de vous. Original. Trop aimable.
Alors les auditeurs, justement, avant de passer à l'interrogatoire, mon cher Bruno, et rappeler quand même un ou deux éléments qui vont nous permettre de voir sur quel sujet, justement, on va vous interroger. Un auditeur qui nous fait ses salutations. Rien ni personne nulle part n'a commenté la démission surprise de Victoria Nuland, devenue brutalement ex-numéro 3 du gouvernement états-unien. Aucun préavis médiatique, aucune campagne préparatoire progressiste ces derniers mois. Une bombe. Faut-il se remettre à horreur à acheter le monde pour être un peu informé à propos de points sensibles comme celui-ci? Auriez-vous une clé quelconque, même minime? Il n'y a pas que les affaires privées, ça c'est pour vous Lara, de drap du couple Macron. Il n'y a pas d'affaires privées lorsqu'il s'agit du président de la République. Ce sont des informations sensibles. Affaires dont on se fiche éperdument, nous disent. Non. Puisque c'est tellement explosif, ça prouve qu'on ne se fiche pas. On verra surtout le résultat. Hein. L'essentiel, c'est peut-être aussi de trouver des solutions par rapport à l'actuel président de la République. À moins que vous vouliez, chers auditeurs, qu'on continue dans ce train d'enfer qui nous mène, à mon avis, vers des lendemains particulièrement douloureux. Alors, Nuland, je crois que Nuland, de toute façon, il y a des enquêtes. Il y a une enquête du FBI pour les milliards dépensés à l'origine sur le coup d'État de Maïdan, tout simplement. Parce qu'il y a encore une certaine transparence. Et Pirochki était trop cher. Hein. Contrairement à ce que vous dites, je crois, cher auditeur, il n'y a pas le narratif. Ça, c'est... Il y a aux États-Unis encore, on l'a pu le voir aussi avec la presse allemande dernièrement, il y a encore, même si elle est minime, une certaine liberté de la presse, ce qui n'est absolument plus le cas en France, mais ne faisons pas de la France une généralité. Ça fait bien longtemps que la France n'est plus universelle, je le crains. Voilà, ensuite, pourquoi vous voulez me presser comme ça, Lara? Je vous vois vous agiter, pressez-vous, parce que vous voulez écouter Bruno Gollnisch, exact. C'est ça? Comme nos auditeurs, d'ailleurs. Je découvre votre émission, cet auditeur, totalement par hasard. Félicitations et amitié de l'Aveyron. Et puis beau ici, pays. Beau pays que l'Aveyron, absolument. Oui. Bruno Gollnisch, alors 30 ans député européen, et ça va nous intéresser. Oui, le maximum, m'a dit un collègue espagnol, qui n'était pas de mon bord d'ailleurs, mais avec lequel j'entretenais une relation courtoise, le maximum que l'on puisse infliger à un condamné en Espagne pour les crimes les plus atroces. C'est en Je ne sais pas dans une vie antérieure ce que vous payez alors aujourd'hui. Mais on devient eurodéputé honoraire, du coup, vous l'êtes ou pas? Le Parlement européen a supprimé l'honorariat. Alors, je ne suis pas honoraire. J'ai refusé, il y a une petite médaille et un diplôme, j'ai refusé de les recevoir parce que je considère qu'il y a une grande hypocrisie compte tenu de la façon dont l'administration de ce Parlement traite son opposition. Et Jean-Marie Le Pen et moi en particulier, qui avons été indignement persécutés par la majorité de ce Parlement. J'ai donc refusé de recevoir. J'ai quand même reçu ce petit diplôme disant que j'avais contribué à l'Europe, etc. Je l'ai placé en évidence dans mes toilettes. Je l'ai vu, je voulais le balancer. Et mes enfants, par faiblesse, m'ont dit « Mais non, n'en fais rien, ça peut intéresser les générations futures, etc. » Alors, je l'ai placé dans mes toilettes. C'est bien les médailles, mais alors, et les palmes académiques, je suppose que vous les avez... Je devrais être au moins commandeur, quand même. J'ai été le plus jeune doyen de faculté de France. Mais voilà, J'ai créé à 25 ans à la faculté de droit de Paris, au CNRS, le cours d'introduction au droit de l'Extrême-Orient, qui existe toujours d'ailleurs, à l'Institut de droit comparé, rue Saint-Guillaume. Jean Moulin, Lyon 3, surtout, la chaire de japonais. J'ai créé la chaire de japonais à l'Université de Lyon. J'ai dirigé la faculté des langues, gracieusement d'ailleurs, parce que ça ne rapportait pas un centime de traitement de plus, mais c'était quand même beaucoup d'heures de travail supplémentaires que de diriger une faculté. On enseignait 25 langues et civilisations étrangères à plus de 2000 étudiants, mais non, voyez-vous, non, je n'ai aucune distinction. Voilà, je n'en souffre pas, je ne me roule pas sur mon lit de désespoir en disant que mes mérites ont été méconnus.
En tout cas, vous êtes non seulement un homme d'expérience pour ces 30 ans de député européen, et puis parce que aussi, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, qui ont été jusqu'au second tour d'une élection présidentielle, vous avez dirigé la campagne de 2002, Marie Le Pen en 2002. Oui, qui fut un événement de portée mondiale, je dois dire. Bon, on nous a fait payer très cher ce succès. Dans l'entre-deux tours, nos adversaires n'ont respecté aucune des règles constitutionnelles, légales, réglementaires qui s'imposent aux médias, qui s'imposent à tout le monde entre les deux tours de l'élection présidentielle. Ils ont créé un climat révolutionnaire qui m'a rappelé celui de mai 68. On a mobilisé les enfants des écoles, on a mobilisé les handicapés, on a mobilisé les syndicats, etc. On a passé des messages dans toutes les salles de cinéma avant la projection d'un film, pratique dont je n'ai obtenu l'interdiction que la veille du scrutin, etc. Mais je crois que ça a contribué, c'est vrai, à cette percée de ce qu'on appelle les mouvements populistes. Moi, le terme ne me fait pas peur, parce que ça prouve que le peuple a changé d'opinion quand même. Bon, mais je préférerais dire les mouvements nationaux, les mouvements politiques attachés à la défense de l'identité de leur patrie charnelle respective, ce qui, somme toute, est bien légitime face aux intérêts abjects et sournois du mondialisme. Bon, je pense que ça a contribué à cette percée que l'on constate un petit peu partout. Ça a donné un espoir assez fantastique. Le fait d'être en finale à beaucoup de formations politiques que nous avons reçues, d'ailleurs, d'Europe, mais aussi d'autres continents, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. En relisant votre biographie avant de vous recevoir, j'ai découvert, je ne savais pas, alors je comprends mieux quand vous nous parlez de l'élection présidentielle de 2002, vous avez exercé aussi la fonction d'avocat. Oui, oui. Dont avocat du diable, évidemment. Oui, c'est-à-dire que quand j'avais dans ma carrière académique, si je puis dire, mon premier poste a été à l'Institut de droit comparé, où j'étais spécialisé dans les droits des pays d'Extrême-Orient. J'étais un peu toujours le derrière entre deux chaises. Est-ce que j'étais un japonisant qui faisait du droit ou un juriste qui faisait du japonais, du malais, de l'indonésien, que sais-je encore. Et donc... oui, c'est vrai, j'ai exercé cette fonction parce que dans un premier temps, j'étais conseiller juridique stagiaire, puis je prenais le contentieux en Conseil d'État, une partie du contentieux en Conseil d'État, puisque j'étais spécialisé en droit public. Chez un avocat au Conseil, vous savez que c'est une catégorie d'avocats particuliers. Ce sont les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont le monopole de la postulation devant les juridictions suprêmes. Ce sont donc des avocats très, très, très calés. Là, on fait vraiment du droit et on ne fait que du droit pratiquement. La procédure est écrite. Et souvent, ces avocats, pas toujours d'ailleurs, il y en a qui travaillent, qui font tout eux-mêmes et qui sont tout à fait remarquables, mais d'autres prennent beaucoup de dossiers et les sous-traitent à des universitaires en fonction de leur spécialité. Alors, je prenais le contentieux en Conseil d'État, j'ai défendu comme ça les nougatiers de Montélimar, par exemple, qui était que l'administration avait incité à se grouper au moment de la construction de l'autoroute, voyez-vous, parce que les malheureux, il faut dire, Montélimar était, j'ai vécu la construction des autoroutes françaises, parce que je suis un vieux monsieur, dans mon enfance, avec les 30 km de ce qu'on appelait l'autoroute de l'Ouest, aujourd'hui la 13, voilà. Alors l'administration les avait incités à se
à se coaliser, et puis ensuite, quelques années plus tard, elle avait fait le reproche d'une entente illicite. Vous voyez, elle leur avait infligé une lourde amende. Bon. Et ça doit vous interroger. Au retour de mon voyage de noces, à 2h du matin, j'arrête la petite voiturette, la petite Fiat de mon épouse. Nous revenions de Venise, c'était pas très original, et je débarque sur l'aire autoroutière de Montélimar, et je commande un exemplaire de chaque nougat. Il y avait des roses, des verts, des durs, des mous, des tendres. Et j'ai produit ces nougats au Conseil d'État. D'habitude, au Conseil d'État, on ne produit que des productions écrites, que des documents. J'ai produit ces nougats pour prouver qu'il y avait une réelle diversité et que dans les productions de ces artisans, et qu'on ne pouvait par conséquent pas les accuser d'entente illicite, puisque ni sur le prix, ni sur la forme, ni sur la quantité, ni sur la saveur, il n'y avait en réalité d'entente. Les ententes illicites, elles sont peut-être plutôt, vous qui venez de nous dire que vous avez assisté justement à la construction des autoroutes françaises, de la façon dont on a fait des concessions ces dernières années, et là maintenant la mise en examen de Bruno Le Maire. Ben là, il y a des abus de position dominante, c'est évidemment, à partir du moment où ces sociétés privées gèrent ce qui a été quand même, je le rappelle, payé par les Français. En principe, la loi disait que les autoroutes devaient être libres. En principe, c'est le principe. Il y a des exceptions, sauf que l'exception est devenue la règle. En tant qu'officier de réserve dans la marine, je suppose, à quel grade d'ailleurs ? Capitaine de frégate, c'est-à-dire 5 gallons panachés, ce qui, alors il faut pas se tromper sur les termes capitaine. Le capitaine de frégate, c'est en fait un lieutenant-colonel. Absolument. Oui. Voilà, c'est un officier supérieur. Tout le monde est capitaine tous les officiers, à partir du grade de capitaine de corvette, tous les officiers supérieurs sont capitaines, voilà, jusqu'à capitaine de vaisseau, qui est l'équivalent de colonel, et puis ensuite on passe au grade d'amiraux. Et puis les frégates, elles nous amèneraient jusqu'à Taïwan, peut-être aussi. C'est peut-être là le goût que vous avez contracté en tant que chef de marine. J'ai un fils qui commande une frégate aussi et qui m'a rejoint. Il m'a rejoint à l'âge de... Lui, il a été nommé alors qu'il n'avait pas 40 ans. Donc, ceci me remplit de fierté et un peu d'amertume de voir que ce jeune homme m'a rattrapé. Moi, j'ai mis beaucoup plus longtemps. Mais moi, je n'ai pas fait naval. Moi, j'étais officier de marine pendant mon service militaire, un peu prolongé, ayant passé quelques examens et accepté de servir un peu au-delà de la durée légale. Vous avez fait le tour du monde avec la Jeanne d'Arc, par exemple ? Non, malheureusement, non. Je suis allé aux Açores, à bord du Henri Poincaré, c'était mon premier embarquement, navire amiral du groupe d'essai des missiles qui assurait la retransmission de la conférence au sommet entre le président américain Nixon et le président français Pompidou. C'était l'époque bénie où quand le président américain et le président français se rencontraient, chacun faisait la moitié du voyage. Alors c'était un jour, c'était une fois aux Antilles, une fois en Islande, et là c'était aux Açores, territoire portugais. Ouais. Et comme j'étais censé parler portugais, on m'avait envoyé, c'était mon premier embarquement. Je me souviens d'ailleurs, on m'a dit, comme l'aide de camp de l'amiral a pris ses permissions, tu feras fonction d'aide de camp de l'amiral et tu t'occuperas du hallebardier. J'ai pensé que c'était une plaisanterie du genre de celle que l'on fait aux jeunes sous-lieutenants que l'on envoie chercher la clé du champ de tir. J'ai dit, à moi, Golnisch, on ne la fait pas. J'arrive, je salue à la coupée le pavillon, etc. Et puis je m'aperçois qu'il y avait effectivement un matelot pourvu d'une hallebarde qui était en permanence en faction devant la cabine de l'amiral et que comme aide de camp, je devais gérer la rotation des hallebardiers. Ce sont les traditions de la marine qui datent depuis Colbert. C'est peut-être pour prévenir les mutineries, je ne sais pas. Expérience, voyez, qui, je crois on y passera des heures et des heures à échanger sur cette expérience, j'espère, dans un autre cadre. Commençons tout de suite, puisque le temps file et que le temps qui nous est imparti est relativement court. Je lisais sur Wikipédia, ça vaut pas grand-chose, ça on est bien d'accord. Néanmoins, cette petite anecdote qu'il relate en mai 2014,
vous êtes reçu à la Douma d'État russe. Oui. En tant que président de l'Alliance européenne des mouvements nationaux. Absolument. Ça a été une des premières tentatives d'union des mouvements nationaux parce que il convient de répondre à cette interpellation de François Mitterrand dans un de ses derniers discours, talentueux, je dois dire, talentueux au Parlement européen. Et ce cri, le nationalisme, c'est la guerre. Oui. Bon, il se trouve que Jean-Marie Le Pen et moi, nous avons eu l'occasion de lui dire à la réception qui a suivi à la préfecture qu'on avait beaucoup plus tué au siècle dernier au nom de l'internationalisme qu'au nom du nationalisme. Et il nous avait répondu avec un clin d'œil, je vous ai bien eu. Hein. Bon, il n'était pas dépourvu d'humour, le misérable, Dieu et son âme. Mais, et de roublardise. Et donc, mais c'est quand même une préoccupation. C'est vrai que beaucoup de gens disent, ben oui, mais le patriotisme, ça conduit au nationalisme, au chauvinisme à l'exaltation des intérêts particuliers et au conflit et à la guerre. Et notre souci était de montrer que, en réalité, défendant notre identité nationale, nous défendions aussi implicitement celle des autres pays. Et que par conséquent, il pouvait exister une entente entre les patriotes, entre les nationaux. Nationaux de tous les pays, unissez-vous, avait lancé Jean-Marie Le Pen, paraphrasant Engels et sur les Marx. prolétaires, oui. Voilà, eh bien, nationaux de tous les pays, unissez-vous. Et on avait créé cette alliance européenne des mouvements nationaux. Et effectivement, nous avons été reçus, entre autres choses, à la Douma, oui. Alors, et justement, sur votre blog, vous évoquez cette Russie comme un modèle et vous louez, à l'époque, en 2014, Vladimir Poutine pour son, je vous cite, patriotisme intransigeant. Est-ce que vous avez aujourd'hui cette même opinion de la Russie de Poutine ? Alors je vais vous décevoir sur cet triste conflit russo-ukrainien. En 2014, vous êtes d'accord avec ça ? En 2014, j'assume tout à fait. Et j'assume tout à fait, n'en déplaise certains commentateurs malveillants, notamment dans la majorité actuelle ou de M. Macron, j'assume tout à fait le fait d'avoir, pendant 30 ans, avec Jean-Marie Le Pen, plaidé pour une entente avec la Russie. En vain, hélas. Vox clamantis in deserto. Je l'assume tout à fait parce que si nous avions fait cela, nous n'en serions pas là aujourd'hui. C'est certain. Et évidemment, et je constate que les Occidentaux, dont je suis, ont tout fait, en quelque sorte, pour en arriver à cette situation dramatique. Ceci étant, malgré cela, je désapprouve l'attaque contre l'Ukraine. Alors, j'ai une position, j'essaie, avec le plus d'honnêteté intellectuelle possible, de prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation. Ce qui fait que, je dirais, les poutinophiles me reprochent d'être pro-ukrainien, de n'avoir rien compris, etc. Et inversement, les sympathisants de l'Ukraine me reprochent d'être poutinolâtre, si vous voulez. Bon, alors, ceci étant dit, je crois que cette affaire a été, je l'ai écrit dans le journal présent, hélas, disparu, enfin, qui renaît sous forme électronique. Ouais. J'ai dit, pardon, paraphrasant Talleyrand, je crois, lors de l'exécution du duc d'Enghien, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Je crois que c'est une faute parce que, pour plusieurs raisons. Parce que certes, dans les populations du Donbass, il y a des russophiles, des russophones. Tous les russophones ne sont pas forcément hostiles à l'indépendance de l'Ukraine. Il y a quand même eu un référendum, ils étaient tous, à l'époque, partisans de l'indépendance. Ils ont pu changer d'avis. Bon. Mais, alors pourquoi bombarder, sa population remettre en cause les frontières internationales librement acceptées. Je rappelle quand même que l'Ukraine avait renoncé à son armement atomique, qu'elle a remis à la Russie.
moyennant la reconnaissance de ces frontières. Est-ce que c'est une faute, Bruno Gollnisch, tout de même, parce que le mot faute est quand même fort, donc permettez-moi de réagir par rapport à ce mot-là, que vous considériez que Poutine ait fait une erreur. Oui, une faute. Est-ce que vous croyez que c'est une faute quand une population russophone, dont une partie non négligeable, aimerait en tout cas une certaine autonomie, voire un rapprochement avec la Russie, bombarder plusieurs centaines de milliers de morts, semble-t-il, je crois que personne ne conteste, quel que soit son camp, ce qui s'est passé. Est-ce une faute que de... Non, il y a eu ce qui est déjà très grave sur 10 ans, 14 000 morts de part et d'autre. Pardon, 14 000 morts, oui. Non. De part et d'autre. Je mets un zéro de trop. Oui. Mais c'est déjà énorme. Ce qui est déjà considérable. Donc, est-ce qu'il y a faute que d'aller au secours de cette population, qu'il y ait erreur ça se défend. Oui, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il y a un aspect moral. Non, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il est évident qu'au départ, ce qui était prévu, c'était l'effondrement de l'Ukraine. Bon, premièrement. Je crois qu'il y a une faute, en tout cas stratégique. Je m'explique. Les buts de guerre que pouvait légitimement, après tout, selon certains, se proposer Vladimir Poutine, ont été réduits à néant dans les 3 premiers jours de l'intervention, et quelle que soit l'issue de cette affaire. Je m'explique. Quels étaient les buts, proclamés, en tout cas, par le gouvernement russe? Il ne voulait pas de l'OTAN. Et ça peut parfaitement se comprendre. Je considère que ça a été une grave erreur que d'étendre le domaine territorial de l'OTAN, et pas seulement de l'étendre territorialement. C'est que l'OTAN, qui était une alliance purement défensive, s'est transformée, en certaines circonstances, en toute autre chose, notamment lorsque l'on a attaqué la Serbie. Ce qui là est une faute. Zinoviev a parlé de suicide. Ça, c'est une faute, bien sûr. Bien sûr, c'est extrêmement grave. Ça transformait l'OTAN en puissance agressive, en plus contre un État qui, historiquement, a toujours été l'allié de la Russie. Et cette jurisprudence du Kosovo, de détacher le Kosovo de la Serbie, alors que la Serbie ne faisait pas partie du domaine de l'OTAN. Elle n'est pas dans l'Atlantique Nord. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Bon, on a bombardé pendant, je ne sais plus, 60 jours la Serbie. On a réitéré en Libye. Oui, bien sûr. On a réitéré en Libye, même si ce n'est pas l'OTAN en tant que tel. Mais enfin, ce sont les puissances... On a fait sauter tous ces verrous qui expliquent la crise migratoire actuelle. Et le chaos qui s'en est suivi à l'instigation de M. Bernard-Henri Lévy et du président Sarkozy. Bon, ça a transformé l'OTAN, qui était alliance purement défensive, et on pouvait comprendre que les anciens pays qui avaient été en quelque sorte quand même victimes de l'Union soviétique, je pense aux États baltes ou autres, voulussent adhérer à l'OTAN, ça pouvait se comprendre, tant que l'OTAN était purement défensif. À partir du moment où l'OTAN s'est comportée de cette façon-là, on peut comprendre les craintes de la Russie. Sauf que, comme l'avait dit le président Macron, assez justement, à l'époque, l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et il est évident que l'intervention russe en Ukraine a ravivé l'OTAN, lui a redonné une légitimité. Bon, ça c'est la première erreur, à mon avis. La deuxième erreur, Vladimir Poutine a un discours dans lequel il évoque toute la décadence de l'Occident. La décadence morale. Vous devez être assez d'accord avec ce discours. Et moi, je dois dire que quand j'entends qu'on défend les valeurs de l'Occident, etc., si les valeurs, par exemple, ce qu'on vient d'inscrire dans la Constitution, l'élimination des enfants à naître, ce ne sont pas mes valeurs, ou la promotion du LGBT, ou que sais-je encore. Bon, alors ces valeurs-là, non, je préfère effectivement les valeurs que revendique, est-il sincère ou non la sincérité dans le politique, c'est les développements de son pays. Regardez ce qui se passe en Russie par rapport à ce qui se passe en France. Bien sûr. Les valeurs, je préfère les valeurs que revendique Vladimir Poutine. Mais le problème, c'est que là aussi, l'Union européenne était contestée de l'intérieur.
y compris par des formations politiques comme celle à laquelle j'adhère. Il y avait des mouvements patriotiques, de contestation de l'Union européenne qui, un peu partout, la Grande-Bretagne avait claqué la porte. Et là, je constate que l'intervention, encore une fois en Ukraine, redonne vie à l'Union européenne. L'Union européenne qui tenait l'Ukraine à distance avec une gaffe en leur disant « vous voulez adhérer, oui, mais enfin écoutez, commencez par absorber cette pile monstrueuse de règlements, de réglementations, etc. » Maintenant, tend les bras non seulement à l'Ukraine, mais à la Moldavie, etc. Et la troisième erreur, à mon avis... J'aurais une question à vous poser. La troisième erreur, à mon avis, c'est que ce que ne voulait pas légitimement, ce que ne voulait pas Vladimir Poutine, c'était une puissance, un État, une nation hostile sur son flanc sud-ouest. Bon. Or, c'est vrai que beaucoup d'Ukrainiens n'avaient pas d'hostilité à l'égard de la Russie. Et pas seulement les russophones de l'Ukraine. Mais je crains malheureusement que ça n'ait beaucoup évolué depuis le début de la guerre. C'est en ce sens que je dis que cette intervention me paraît fautive, même si, encore une fois, elle trouve des justifications dans les comportements des pays occidentaux que je ne me prive pas non plus de désavouer. Alors, pourrait-on voir autrement les choses, se dire que oui, certainement. Les blocs, cela a précipité une logique de bloc, à nouveau, de bloc contre bloc, mais est-ce que le risque pour Poutine, à force de faire des concessions à l'Occident, n'était pas justement de le réduire petit à petit? Et là, j'ai envie de dire que de façon assez abyssale, on pourrait mettre en perspective ce qui fut votre combat, à vous, à Jean-Marie Le Pen, que vous citez abondamment depuis le début de cet entretien, et qui avait accepté finalement, parce que vous n'avez pas le choix à mon avis, et puis parce que on est en France, un certain nombre de règles qui finalement ont toujours desservi, puisque le jeu a jamais été égal, comme vous l'avez dit en 2002, au deuxième tour, tout était pipé, tout était inégal, leur mauvaise foi est sans limite. Et Poutine, en quelque sorte, lui, eh bien, il a fini, comme les Achéens, par brûler ses vaisseaux. Il s'est dit, eh bien, vous la voulez, la guerre, vous allez l'avoir. Est-ce que ça, pourrait pas être considéré comme un modèle? Je comprends très bien. Je comprends très bien cela, que ce soit cette psychologie. Seulement, la guerre, c'est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça qu'il faut parce que je constate d'ailleurs de part et d'autre, j'entends sur LCI, etc., ou d'autres, il y a des tas de gens de va-t-en-guerre qui sont prêts à faire la guerre, par exemple, à la Russie, jusqu'au dernier Ukrainien, en quelque sorte. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Or là, nous avons quand même des hommes jeunes, et pas seulement des hommes d'ailleurs, il y a aussi des femmes, des enfants, des vieillards, qui meurent, qui sont. Et est-ce qu'on sait ce que c'est que la puissance des explosifs modernes? Je voyais une discussion académique l'autre jour sur la production d'obus. Il faut tant d'obus, on n'en déverse pas assez, les Russes en ont 10 fois plus, etc. Et est-ce qu'on sait ce que sont ces dégâts? Ce sont des corps déchiquetés, ce sont des jeunes hommes qui sont maintenant réduits à néant, qui n'ont plus ni bras ni jambes, des souffrances atroces. Des gens qui sont... Les explosifs modernes, ça vous grille, ça vous brûle vivant, n'est-ce pas? Et alors je pense qu'il faut tout faire. Il faut tout faire, ce que peu de gens disent, après tout, pour arrêter ce conflit. Alors évidemment, quand on dit qu'il faut arrêter, on encourt le reproche de dire oui, mais si vous voulez arrêter ça, les Russes ont gagné, ils sont entrés en Ukraine, dont ils avaient reconnu pourtant les frontières, ils annexent de fait une partie du territoire, et vous voulez arrêter ça, si le combat s'arrête sur la ligne de front actuelle, c'est une victoire pour la Russie. Mais ce que je dis, la Russie ne peut pas perdre. Elle ne peut pas perdre, la Russie.
De toute façon. L'homme d'expérience. Oui. Parce que les armées ukrainiennes, à supposer qu'elles soient victorieuses, que demain elles enfoncent le front, elles vont aller faire quoi? Elles vont aller conquérir Moscou. Mais nous savons dans l'histoire que nous Français, nous devrions être bien placés, nous devrions être bien placés, qu'il ne suffit pas de conquérir Moscou pour faire plier la Russie. Voilà. Et les armées ukrainiennes ne vont pas aller jusqu'à Vladivostok, je pense. Bon. Donc, il faut quand même tenir compte des... Ça ne veut pas dire reconnaître le fait accompli. Ça ne veut pas dire reconnaître le fait accompli. Il y a des situations d'armistice, comme ce que j'ai vu en Corée, à Panmunjom. Voilà, ça ne veut pas dire que En tant que député européen, on vous a redépêché d'ailleurs. Lorsque les tensions étaient très fortes entre Trump et le potentat coréen du Nord, en tant que député européen, vous êtes allé en délégation? Oui, j'étais membre suppléant seulement d'ailleurs de la délégation chargée des relations avec la Corée et membre titulaire de la délégation chargée des relations avec le Japon. Le président de cette délégation Corée était un député britannique d'origine sri-lankaise, singalaise si vous préférez, d'une grande famille d'ailleurs locale qui avait été convertie au catholicisme par les Portugais au XVIe siècle, Monsieur Deva, un homme tout à fait remarquable et qui... passez-moi l'expression, familièrement, m'avait à la bonne. Parce qu'il faut dire que j'assistais aux réunions, je travaillais, etc. Et lorsque ça a chauffé très fort entre la Corée du Nord et les États-Unis d'Amérique, on se demandait, chacun parlait d'appuyer sur le bouton nucléaire même, hein, rien moins que cela. Bon, et je peux vous dire qu'au Japon et à Taïwan, etc., on était extrêmement inquiets. Monsieur Deva, très justement, a dit, mais moi je suis délégué pour les relations avec la péninsule coréenne. Pas seulement avec la Corée du Sud, avec laquelle nous avons les meilleures relations, mais aussi, pourquoi pas, avec la Corée du Nord. Eh bien, nous autres Européens, nous ne sommes forts que de nos faiblesses, mais du moins nous n'avons aucune prétention stratégique dans le secteur. Nous pouvons peut-être essayer de calmer le jeu, comme on dit familièrement, ou si vous préférez, proposer une médiation, etc. Et donc je veux aller là-bas. Le lobby américain, le lobby pro-américain très fort au sein du PPE, s'opposait farouchement à notre départ. Et finalement, a plié, Deva a obtenu du Parlement européen qu'une délégation de 3 parlementaires, un socialiste allemand, lui et moi-même, fut envoyé là-bas avec tout un staff, évidemment, toute une équipe d'assistants, dont un ancien député européen italien, pour essayer de convaincre la Corée du Nord d'accepter une désescalade, etc. Bon. Ce qui fut fait. Et ceci fut fait. Alors, je dis plaisamment, peut-être qu'en m'envoyant en Corée du Nord, le Parlement européen souhaitait que j'y restasse. Oui, ça c'est possible aussi. Mais ça a été quand même une expérience extrêmement intéressante. C'est un pays assez curieux. Mais cela m'a convaincu en tout cas qu'il faut tout faire pour éviter la guerre. Et de fait, fort heureusement, il y a quand même eu une décélération après que Trump et Kim Jong-un se soient rencontrés à Singapour, ce qui réduisait à peu de choses l'intérêt d'ailleurs de notre séjour. Je ne veux pas m'attribuer des mérites que je n'ai pas eus. Mais pour en revenir à l'Ukraine et à la Russie, je crois qu'il faut tout faire pour arrêter ce conflit meurtrier qui divise en plus le monde orthodoxe, donc le monde chrétien. Vous pensez que l'Europe est à nouveau, il reste très peu de temps et on vous réinvitera, mais est à nouveau à 2 doigts d'un nouveau suicide, comme en 14 ? Ah oui, il faut faire extrêmement attention. Mon arrière-grand-père, Émile Flourens, était ministre des Affaires étrangères. Il a fait reculer Bismarck dans une affaire qui est aujourd'hui oubliée, qui a failli provoquer une guerre prématurée entre la France entre la France et l'Allemagne, l'affaire Schneebele. Voilà, j'ai apporté le document. Hein. Et le chancelier von Bülow dit les années 87-88, c'est à ce moment-là qu'il était ministre, furent les plus pleines d'événements et aussi les plus critiques que l'Europe ait
depuis la guerre franco-allemande de 70. Eh bien, j'ai hérité en quelque sorte de la correspondance, notamment qui a été publiée par le Quai d'Orsay, de juillet 14. C'est stupéfiant, parce qu'on voit, personne ne veut la guerre. Personne ne veut la guerre. Les diplomates, les ministres, on va quand même pas se faire la guerre pour cette histoire très, très malheureuse d'assassinat de l'archiduc autrichien, etc. Et tout le monde y est conduit. Et comme le temps presse, je me contenterai de citer la dernière lettre. Je la connais presque par cœur. Je ne l'ai pas sous les yeux. La dernière lettre qu'envoie Guillaume II, empereur d'Allemagne, à Nicolas II, empereur de Russie. Son cousin, d'ailleurs. Alors ça commence Niki. Parce qu'ils s'aimaient beaucoup, et ils s'appellent par leur diminutif, Niki. Je t'en conjure, il faut que tu arrêtes ta mobilisation. Le conflit a déjà éclaté entre l'Autriche et la Serbie, mais il est tout à fait limité. Bon. Il faut que tu arrêtes ta mobilisation, parce que mon gouvernement me dit que nous ne pouvons pas courir le risque d'avoir à combattre sur 2 fronts. À l'ouest, éventuellement, la France, et à l'est, la Russie. Et si ta mobilisation se poursuit, je pense que l'on va vers la guerre. Cette guerre que l'Autriche fait à la Serbie est légitime. Les Serbes ont assassiné... Les Serbes ont assassiné leur roi, ils sont derrière l'assassinat de l'archiduc autrichien. Et tenez-vous bien la dernière phrase. Cette guerre est nécessaire au maintien de nos trônes et du principe de la stabilité dynastique. Autrement dit, Guillaume II est entré en guerre au nom du principe de la stabilité dynastique et du maintien des trônes, et 11 millions de morts et 40 millions de blessés plus tard, tous les trônes et toutes les dynasties ont sauté. Guillaume II, les Hohenzollern, les Wittelsbach de Bavière, les Romanov massacrés à Yekaterinbourg, tous ils ont disparu. Alors je crois que c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. C'est particulièrement éloquent. Oui. Merci beaucoup de votre intervention, Bruno Gollnisch. On va finir peut-être par une petite note un peu plus optimiste. Vous connaissez bien, je crois, Gérard Le Tailleur des cafés parisiens. Je le connais. Vous le connaissez. Paris fête ses bistrots actuellement, et vous avez 2 conférences, une dimanche 17 mars à 18h, Gérard Le Tailleur et Bruno Carlian à la Bonne Franquette, et puis une autre conférence mardi 19 à 18h, toujours Le Tailleur Carlian, chez Valzac, aux sportifs réunis. Vous pouvez les y retrouver, on essaiera d'y passer, Lara. Oui. Et d'ici là, un grand merci pour votre écoute, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Une excellente fin de semaine, comme il est convenu de dire. Merci beaucoup à Bruno Gollnisch. Qui peut maintenant partir vers des vacances méritées, je crois, à l'autre bout du monde. Au Japon. Japon. Et à Papeete, quand même, pour voir la frégate que commande mon fils. Voilà. Revenez-nous vite, on a besoin de votre expérience, Bruno Gollnisch. Merci à vous. Merci, chers auditeurs.